Pelletier, je suis directrice conservatrice du château et musée de Valangin depuis, comme vous l'avez dit, 2017. Avant ça, j'ai fait des études en préhistoire, plutôt en archéologie préhistorique. J'ai fait mon bachelor ici à Neuchâtel en histoire et archéologie et journalisme et communication. Et ensuite, je suis partie en Italie faire un master et un doctorat en préhistoire. Et j'ai fait après un postdoc en Espagne, à Tarragone, à côté de Barcelone. Et après, je suis revenue à Neuchâtel pour pouvoir m'occuper du château et musée de Valangin. Avant le château en pierre, on sait qu'il y avait une motte castrale, ce château en bois, qui est vraiment une espèce de cube utilisé pour se défendre, où il y a pratiquement le seigneur, peut-être sa famille et des soldats, c'est à peu près tout. Ça, c'est vers 1150. Un siècle plus tard, vers 1250, c'est là qu'il nous reste en fait dans le château les premières attestations, les plus anciennes attestations de murs. Donc on pense que c'est à peu près vers cette période-là, vers 1250. Après, il y a eu beaucoup d'améliorations, on va dire. Donc en 1250, on a le château à peu près de la taille qu'il est actuellement, sans la petite tour carrée où on se trouve actuellement. Mais c'est une pièce par étage. Donc il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de salle, il n'y a rien du tout, c'est vraiment une pièce par étage. Vers 1350, on commence à avoir envie d'avoir un petit peu plus d'intimité, de possibilité de s'isoler. Ce qui fait qu'on fait des immenses travaux déjà au sous-sol pour pouvoir construire une voûte foncièrement pour pouvoir supporter le poids des transformations successives dans les étages. Et c'est là qu'on va commencer à subdiviser notamment ce qui est notre rez-de-chaussée actuellement avec des murs de refend et puis le premier étage avec aussi des murs de refend donc pour créer vraiment des espaces. Ensuite, il y a encore d'autres améliorations, mais les plus notables, c'est à la toute fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, quand Claude Darberg et Guillemette de Vergy décident de véritablement agrandir le château. Donc ils construisent cette tour ici, et puis ils construisent sur le devant du château, là où est l'entrée actuellement, où il y a des graviers. Ils construisent une toute nouvelle aile du château pour en faire plus d'appartements, pour que chacun ait plus d'espace. Cette aile-là a brûlé en 1747, lorsque le château était déjà une prison. Donc voilà, ça c'est pour les étapes de construction du donjon principal, en fait, du corps de bâtiment. Après, on pourrait aussi parler des murailles qui ont, elles aussi, eu tout un tas d'histoires. Donc il y a eu 3 étapes en fait de murailles qu'on ne voit plus forcément très très bien actuellement. Mais il y a la première muraille qui est en gros, pour faire très très gros, là où il y a une tour qui est à l'extérieur qui s'est un peu effondrée. C'était un peu la limite. La deuxième étape agrandit un tout petit peu le périmètre et la troisième qui commence vers 1450, c'est celle qu'on voit actuellement. Avec tous les grandes murailles. Ça s'explique parce que le type d'arme qui est utilisé change radicalement. Jusque vers 1450 à peu près, 1400, on a de l'arc, des flèches, quelquefois des catapultes, mais c'est très compliqué. Ici, on est dans un terrain extrêmement accidenté, donc il faut quand même une plaine à peu près plate pour pouvoir installer une catapulte. Donc c'est compliqué. Donc, entre guillemets, la seule manière d'attaquer le château ici, c'est avec des arcs et des flèches. Ce qui fait que pour s'en protéger, il faut des murs qui sont très très hauts, mais qui n'ont pas besoin d'être très épais. Vers 1400, on a les canons qui arrivent, les tout premiers canons qui sont extrêmement dangereux, presque plus pour les personnes qui tirent le canon que pour les autres, mais enfin bon. Et puis, il faut construire des autres murailles parce que ces murailles sont trop hautes et trop fragiles pour résister au choc. Ce qui fait qu'on en fait des murailles beaucoup, beaucoup plus larges, jusqu'à 3 mètres de large, mais beaucoup plus basses parce que l'inertie des canons ne permet pas de monter très, très haut.
On est ici donc dans la montée qui mène au château et on voit très bien les différentes étapes de construction de l'appareil défensif, donc des murailles. On a sur ma droite la première défense, la première muraille qui a été construite vers 1250. En fait, là où je me trouve exactement, il y avait une tour qui fermait tout l'espace ici, tout l'accès. Et la seule façon d'arriver au château, c'était par un petit corridor qui se trouve juste derrière moi. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, vers 1350, on décide d'agrandir un petit peu l'espace à disposition. On détruit cette tour et on construit le mur qui se trouve sur ma gauche. Et on construit une nouvelle tour un peu plus loin pour servir de tour de garde. Enfin, vers 1400-1450, quand arrivent les premiers canons, il faut repenser entièrement la façon de se défendre parce qu'avec les arcs et les flèches, il faut des hauteurs très impressionnantes, comme on peut le voir ici sur ma droite. Mais avec le canon, c'est plus des murs très épais, parfois jusqu'à 3 mètres, qui doivent être construits. Donc ça, c'est ce qu'on voit actuellement autour du château de Valangin. C'est la muraille actuelle qu'on a tout autour du château. Ce premier bourg qui est construit vers 1250 aussi à peu près, à la Bonneville, donc juste en dessous d'Angolon, qui va être détruit en 1301 par les comtes de Neuchâtel. Et le bourg actuel de Valangin est reconstruit vers 1350. Mais comme plus personne n'avait envie d'aller habiter là, parce que foncièrement ils n'avaient pas été protégés quand la seigneurie a été attaquée, les seigneurs de Valangin ont été obligés d'offrir, on parlerait aujourd'hui d'avantages fiscaux foncièrement, pour que les gens viennent s'installer à Valangin. Alors on est ici dans la salle, ce qu'on appelle la salle des chevaliers ou la salle des 3 états. On est donc au premier étage du château, qui est l'étage noble, qui est l'étage réservé aux nobles. Donc lors de la construction du château, c'était une seule immense salle. Le mur qui est en face de moi n'existait pas. C'était vraiment qu'une seule salle où il y avait au fond une cheminée où les nobles pouvaient se réchauffer, parce qu'il faut imaginer aussi que les grandes fenêtres qu'on a actuellement ont été mises en place au XVIe siècle. Au départ, c'est vraiment que des meurtrières qui sont des toutes petites fenêtres qui sont utilisées pour se protéger et puis pour pouvoir tirer à l'arc sur les éventuels ennemis. Donc on a une salle très sombre, très humide, très froide, pas très agréable, une unique salle où tout le monde dort, mange, vit, rit, meurt, naît, dans la même salle exactement. Donc dans la salle noble, en dessous on a les domestiques, et puis vers 1350 ce mur est construit justement pour pouvoir permettre d'avoir un tout petit peu plus d'intimité, d'avoir d'autres salles pour pouvoir justement se dormir. Donc en principe la chambre des seigneurs était celle où on se trouve ici, donc c'est une très grande salle, hein. Pour une chambre à coucher, c'est assez agréable. À partir du tout début du XVIIe siècle, quand le château devient une prison, il devient aussi un tribunal. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne les affaires criminelles de la seigneurie de Valangin, donc tout ce qui est le Val-de-Rue, tout ce qui est les montagnes châteloises, y compris la Chaux-de-Fonds et le Locle, sont jugés ici. On a une attestation d'en tout cas 16 à 18 cellules, et puis les tribunaux, les jugements se déroulaient ici, dans cette salle.
Alors, il a été construit ici parce que les comtes de Neuchâtel avaient besoin d'un lieu de passage pour garder déjà l'arrivée sur le territoire de Neuchâtel et pour pouvoir prélever des taxes qui s'appellent les dîmes notamment. C'est des taxes de passage, comme quand on passe la douane actuellement, foncièrement, la douane française et suisse par exemple. Si on a trop de marchandises, on doit payer une taxe. C'est un peu le même principe. C'est aussi pour pouvoir justement exploiter le Val de Rue et les montagnes neuchâteloises parce que la seigneurie de Valangin avait ce territoire-là jusqu'à la Chaux-de-Fonds, le Locle et une toute petite partie derrière la frontière française. Ça rapportait de l'argent, mais pas non plus énormément. Il ne faut pas croire qu'ils roulaient sur l'or. Hein. C'est des nobles, ça c'est vrai, donc ils ont plus d'argent que le commun du mortel. Mais on n'a pas une idée exacte je ne peux pas vous donner exactement le nombre de sous ou de monnaie ça pouvait rapporter. Ça leur permettait quand même d'avoir construit ce château avec l'aide des comtes de Neuchâtel, hein, c'est vraiment eux qui ont commencé là-dessus. Après, ils prélevaient aussi beaucoup en nature de la part des paysans qui leur étaient soumis, enfin, pour lesquels ils devaient protection, mais les paysans leur devaient par contre justement des impôts en nature, du grain, du chanvre pour faire des habits ou des cordes ou ce genre de choses. Dans cette salle, on a toute une série de portraits qui représentent les souverains de la seigneurie de Valangin, à commencer par Marie de Nemours, qui est la première à avoir racheté en fait la seigneurie de Valangin pour l'intégrer à sa principauté de Neuchâtel. Et puis, lorsque celle-ci décède, il y a toute une bataille un peu de succession, et les Neuchâtelois, et aussi la seigneurie de Valangin, votent, en fait, élisent leur souverain, décident d'élire leur souverain, et ce ne sera pas des Français, ce sera le roi de Prusse. C'est pour ça que, historiquement, le comté de Neuchâtel, la principauté de Neuchâtel, est rattaché au royaume de Prusse jusqu'en 1848. Donc on a toute l'équipe, entre guillemets, des Frédéric Guillaume qui se succèdent, ils s'appellent Frédéric Guillaume II, III, IV. Ici, on a le quatrième du nom, qui a régné depuis 1797 jusqu'en 1806. Et en 1806, Napoléon Bonaparte, envahit la Prusse, une partie de la Prusse. Et pour éviter une défaite absolument totale, Frédéric III est obligé de faire des concessions importantes. Ce qui fait qu'il va céder la principauté de Neuchâtel à Napoléon. C'est là qu'on aura une petite parenthèse avec ce qu'on appelle la République helvétique, où les Neuchâtelois sont littéralement cédés à Napoléon, aux Français. Alors, ils sont vraiment pas très contents de cette histoire. Et lorsque Napoléon Bonaparte sera destitué et condamné à l'exil en 1814, la principauté de Neuchâtel retourne en main prussienne jusqu'en 1848 quand la Révolution a lieu. La seigneurie de Valangin s'est beaucoup opposée au comté de Neuchâtel, mais il y a plusieurs périodes et il y a plusieurs raisons, disons. Toujours est-il que la tension maximale entre les comtes de Neuchâtel et la seigneurie de Valangin, c'est à partir de 1280 à peu près, où ça commence à vraiment être tendu, notamment parce qu'il y a des questions d'argent, évidemment. Les seigneurs de Valangin sont inféodés aux comtes de Neuchâtel. Ça veut dire qu'ils leur doivent allégeance, qu'ils leur doivent aussi de l'argent, qu'ils leur doivent des services. Si par exemple le comte de Neuchâtel veut partir en guerre, les seigneurs de Valangin doivent donner un contingent d'hommes et les armées du coup pour pouvoir aller faire la guerre. Les seigneurs de Valangin de l'époque, notamment Guillaume III d'Arberg, ont des velléités quand même d'importance
d'être un peu plus important. C'est aussi pour ça qu'ils construisent un gibet. Donc un gibet, c'est là où on pend les condamnés. Mais là aussi, il y a toute une hiérarchie. Les seigneurs, ils ont le droit d'avoir un gibet à 2 potences, c'est-à-dire 2 colonnes. Les comtes de Neuchâtel, ils ont le droit d'en avoir 3, etc. Plus on monte dans la hiérarchie nobiliaire, plus ça augmente. Et puis le fait aussi que le seigneur de Valangin décide de prêter allégeance à l'évêché de Bâle. C'est des questions un peu techniques, mais c'est ce qui amène, disons, à la culmination du conflit qui se termine en guerre véritablement en 1296 et en 1301, quand la bonne ville, qui était le bourg de Valangin, près d'Angolon, a été complètement détruite par l'armée du comte de Neuchâtel. La question de la religion, ça intervient beaucoup plus tard, justement au début du XVIe siècle, parce que Guillemette de Vergy est resté catholique dans un endroit qui est passé entièrement à la Réforme. Ce qui fait que là, ça a causé des conflits, mais pas véritablement armés. Ensuite, après René de Chaland, qui est le petit-fils de Guillemette de Vergy et Claude d'Arbergue, la seigneurie est intégrée au comté de Neuchâtel, ce qui fait que les conflits n'existent plus à ce moment-là. Alors on est ici dans la cuisine du château. Là c'est l'état vers 1450, donc on a eu plusieurs transformations. C'est une cuisine qui est imposante, qui est relativement grande pour un château et qui a notamment, comme toute bonne cuisine, une grande cheminée monumentale qu'on retrouve absolument dans tous les châteaux, certaines sont beaucoup plus grandes aussi. Avec le four à pain. Ça, c'est quelque chose que seuls les nobles ont le droit d'avoir. Au Moyen-Âge, pour le commun des mortels, on a ce qu'on appelle le four banal, c'est-à-dire le four communal. Et les gens qui font moudre leur propre grain, leur propre farine, préparent en fait la pâte à pain et vont l'amener au four banal en payant évidemment un impôt, en payant une taxe pour pouvoir faire cuire leur pain. Ce qui fait que les plus pauvres en fait font parfois cuire leur pain dans leur bouillie, en fait, et ça fonctionne relativement bien. C'est un pain assez bon apparemment. Je n'ai pas encore eu l'occasion de goûter. Mais on a donc ce four à pain qui est servi. Ça nous permet aussi de pouvoir discuter beaucoup de l'alimentation, qui est un sujet qui intéresse beaucoup les gens, de l'alimentation qu'on a. Donc c'est vraiment quelque chose qui est différencié suivant les classes. Il y a des choses qui sont en commun, c'est-à-dire que au Moyen-Âge, le poids de la religion est très important. Ce qui fait qu'on a des jours de carême, c'est-à-dire des jours où on ne mange pas. Donc il y a les jours de carême juste avant Pâques, ça c'est encore actuel. On a des jours qui mènent à la Toussaint, donc jusqu'au 1er novembre. On a aussi toute une période de carême. Et ensuite, il y a des jours, véritablement. Les vendredis, on n'est pas supposé manger de viande. Ce qui fait que les moines, les prêtres, enfin les personnes qui disent ce qui peut être mangé ou pas, s'amusent un petit peu pour dire bon, ça c'est considéré comme de la viande, ça c'en est pas, alors qu'aujourd'hui on considérait des choses. Pour donner un exemple, les lapros, donc les bébés lapins, sont considérés comme des poissons et le poisson on peut le manger, donc ce qui fait qu'on peut manger les jours de carême des petits lapins, mais pas les lapins adultes. Donc c'est aussi assez drôle de pouvoir voir cette différence. Il y a aussi une différence, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la classe sociale. On a les classes les plus élevées qui mangent énormément de viande, elles en mangent beaucoup. C'est aussi, au fur et à mesure que le temps passe, c'est aussi les seuls qui ont le droit de chasser sur leurs terres. Le braconnage est très sévèrement puni. Les nobles mangent beaucoup de viande. Et ils mangent du pain blanc. Donc le pain blanc est considéré comme le plus noble à l'époque, parce qu'il est le plus pur, entre guillemets. Et les couches les moins élevées de la population mangent des pains de seigle, des pains avec encore les cosses de blé pour que ça remplisse. On mange énormément de pain, c'est vraiment la base de la nourriture.
on considère qu'ils mangeaient entre 1 et 1,5 kg, 1 kg à 1,5 kg par jour, par personne de pain. Donc c'est vraiment la base, c'est pour que ça nous remplisse le corps foncièrement. Ça permet aussi d'avoir de l'énergie pour aller au champ, pour s'occuper du bétail, de ce genre de choses. Donc l'alimentation est aussi vue comme une façon de se soigner. On a dans notre corps, on a plusieurs types d'humeurs qui sont plutôt chaudes, froides, humides ou sèches. Et puis on a des remèdes. En fait, si on est trop fiévreux, par exemple, on va prendre plutôt un aliment qui est froid et humide, comme du poisson, par exemple. Et il y a des qualités. Si on est noble, qu'on est chevalier, qu'on est supposé faire l'armée, eh ben, on va plutôt promouvoir les viandes qui vont être sanguines, c'est-à-dire justement la viande, qui va pouvoir nous élever et puis nous permettre de nous rendre très forts. Par contre, dans le clergé, comme c'est plus de la réflexion, de la prière et tout ça, on va essayer d'avoir des choses qui vont plutôt, en théorie, calmer les sens. Dans mon dos, la cheminée a des objets qui datent plutôt du 18e, 19e siècle, mais certains sont assez similaires à ce qu'on avait déjà au Moyen-Âge. Donc on a les chaudrons, on a des poêlons, des teuflets, ce genre de choses. On a une braisière qui est l'ancêtre du four. Ce qui en fait, je vais la sortir. Là. Donc cette braisière, c'est vraiment un ancêtre du four. On met des braises dessous et dessus. Il y a les petits arigots qui maintiennent la cendre, et dedans on va mettre la volaille ou un poulet ou un lapereau, les jours de maigre, pour pouvoir les faire mijoter en fait. Ça maintient au chaud, c'est une espèce de petit four portatif. C'est quand même lourd, hein, faut pas non plus. Mais voilà, donc ça c'est des objets, et puis on a aussi des objets un peu plus récents qui témoignent de l'arrivée aussi de denrées qui sont plus exotiques. On a tout un tas de cafetières, on a quelques cafetières, et puis on a des moulins à café, des objets pour torréfier le café aussi, qui permettent de montrer qu'on faisait presque tout soi-même, mais que le café devenait vraiment quelque chose de très courant à partir du 18e siècle. C'est là que ça prend vraiment son envol. Et que les couches, même les plus pauvres, vont commencer à consommer du café presque exclusivement. Sauf que ce qu'ils appelaient du café, c'est une espèce de grosse bouillie avec de l'orge, avec des légumes et un peu de café pour donner un peu d'énergie. C'est pas que l'histoire des tout-puissants, c'est pas l'histoire que des très riches, c'est l'histoire de tout le monde en fait, l'alimentation. Tout le monde doit se nourrir d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant dans l'alimentation, dans l'histoire de l'alimentation, c'est que ça concerne absolument tout le monde. Donc cette salle me permet justement d'évoquer plein de petites choses qui vont du repas, des banquets royaux hyper extravagants à ce qu'on mange tous les jours quand on n'a pas d'argent. Alors, on est ici dans la salle qu'on appelle Louis XVI, simplement parce que le mobilier date de cette époque. Louis XVI n'est jamais venu, évidemment, séjourner au château et musée de Valangin. D'autant plus qu'à l'époque, c'était une prison. Donc, à partir de 1600, un peu plus tard, jusque vers 1802, on a le château qui est transformé en prison. Donc on a de nombreuses salles qui portent encore les stigmates de cette période-là, dont celle-ci qui a sur la fenêtre, sur le rebord de la fenêtre, ces trous un peu qui ont été creusés pour pouvoir installer des barreaux de bois. Parce qu'il faut aussi savoir que la justice, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, est une justice plutôt punitive. Ça coûte très cher d'emprisonner des gens, il faut les nourrir. Donc soit on les condamne à l'exil. Il faut savoir aussi que le canton de Neuchâtel est un autre pays que le canton de Berne, par exemple. Donc exiler quelqu'un, c'est assez facile, il faut les amener à la Neuville et puis ils ne sont plus dans le même pays.
Donc soit on les exile pour une durée plus ou moins longue, hein, ça peut être 3 jours, ça peut être 3 semaines, ça peut être 10 ans, ça peut être pour toujours. Ou alors, si c'est pour des crimes beaucoup plus graves, les crimes plus graves, ça dépend aussi un petit peu de ce qu'on entend, mais ça peut être simplement un vol. Hein, si on vole simplement quelques pommes ou quelque chose pour se nourrir, c'est considéré comme un crime extrêmement grave, parfois même plus que le meurtre. Et là, c'est des condamnations à mort, souvent qui sont parfois accompagnées d'un certain degré de torture. Et puis, on a justement ces barreaux pour empêcher les gens de courir et de sauter par la fenêtre. Les conditions d'emprisonnement sont aussi extrêmement dures. Hein. Dans le château de Vallenja, on a des témoignages qui disent que les gens meurent de maladies, que c'est infesté par les rats. Enfin bon, c'est vraiment une vision assez catastrophique. Et puis, d'un point de vue plus du musée, disons, dans les objets qu'on a ici, le château possède une grande collection de textiles, donc d'habits, de costumes, de linge, de dentelles. On a une collection vraiment très très importante de dentelles. Et puis pour illustrer un petit peu ça, on a fait une vitrine avec des chapeaux notamment, pour pouvoir un peu montrer les différents styles, les différents moments dans les époques, pour pouvoir justement montrer un petit peu ce qui se faisait. On a des dentelles relativement fines, on a des chapeaux du XVIIe, XVIIIe siècle qui sont extrêmement rares dans nos collections. Alors, on est ici dans ce qu'on appelle les cellules actuellement. C'est un des espaces qui sont dédiés aux expositions temporaires. Cette salle est aussi très intéressante parce qu'elle a notamment la plus ancienne attestation physique d'un château, qui est cette petite fenêtre qui ne semble rien du tout, mais c'est une meurtrière qui date de la première construction en dur du premier château, donc de 1250 à peu près. Donc on voit l'étroitesse des fenêtres qui était partout la même dans tout le château dans un premier temps, ce qui fait que dans la salle des chevaliers, quand on voit ces grandes fenêtres larges qui font entrer beaucoup de lumière, il faut imaginer partout des fenêtres, des ouvertures comme ça. Donc on comprend le besoin aussi à un moment donné d'avoir un lieu pour vivre un tout petit peu plus agréable que celui qu'on a pu avoir jusqu'à présent. On a aussi un aspect intéressant, c'est cette porte. C'est une porte de cellule. On se trouve en fait dans une ancienne cellule du château. Lorsque le château est transformé pour en faire une prison, cette salle comporte 2 cellules qui sont séparées par une paroi qui a été entre-temps détruite. Il en reste donc que les portes. La cellule où nous nous trouvons a été un tout petit peu plus agréable justement parce qu'elle avait une fenêtre. La cellule derrière avait aucun accès à la lumière. Et puis enfin, on trouve un peu dans le château, dans tout le château, ces petites boules en pierre. C'est les premiers boulets de canon en fait qui sont utilisés. Donc on utilise d'abord des boulets de canon en pierre qui se cassent très facilement au moment de l'impact, lorsque propulsé par la force de l'explosion, le boulet sort de la bouche du canon. C'est là que souvent il explose et qu'il blesse voire pire, il blesse facilement les gens qui essayent d'attaquer et qui essayent de tirer au canon. Voilà. Donc on en a toute une série de tailles diverses pour faire correspondre au calibre des canons.
Donc on est dans le cellier qui est en fait la salle où on garde les choses. C'est comme une cave en gros. Et il y a notamment des immenses tonneaux qui sont accrochés aux anneaux qui sont sur le bord des celliers. Ces tonneaux sont remplis de vin, qui est la boisson principale utilisée au Moyen-Âge parce que l'eau est de très mauvaise qualité, elle est source de maladies qui peuvent entraîner parfois la mort. Ce qui fait qu'on a une source du début du XVIe siècle qui précise que le château consomme à peu près 60 000 litres par année de vin. En sachant qu'il y a peut-être une vingtaine d'habitants dans le château, c'est pas mal. Bon, une partie est aussi revendue, hein, ils boivent quand même pas tout, mais ça fait une belle quantité de vin par personne. Ces murs témoignent justement d'une histoire qui est assez riche, qui est assez mouvementée aussi. On se préoccupe beaucoup de la défense de la population parce que justement donc les serfs, les paysans, les bourgeois doivent allégeance à leur seigneur, ils leur doivent aussi des impôts, mais en contrepartie, le seigneur a l'obligation de les protéger en cas d'attaque. C'est pour ça que parfois c'est un peu compliqué avec les habitants de la seigneurie de pouvoir être protégé quand il faut. Le bourg qui est en contrebas a d'ailleurs été construit en 1350, à partir de 1350, et il a sur les parois extérieures qui sont sur l'extérieur du bourg, ils font jusqu'à 80 cm d'épais. C'était aussi une façon de fortifier en fait le bourg pour se protéger des éventuels attaquants. Il était complètement fermé, hein, actuellement la tour de l'horloge est ouverte, donc c'était un des points d'accès, mais il était normalement protégé la nuit et fermé aux personnes qui étaient extérieures, voilà, pour protéger le château. On propose par exemple pour les bourgeois de Valangin, par exemple, pour la gratuité, ça veut dire qu'ils ne payent pas de taxes. En tout cas sur certains produits ou sur certaines choses. Ils ont des avantages, ce qui fait que justement, ils arrivent. Ça ne veut pas dire que les relations ne sont pas parfois tendues, forcément. On a un rapport de pouvoir, c'est comme aujourd'hui entre, je ne sais pas, le canton et les communes, ou les communes avec la population en général. On a des nobles qui sont, eux, par contre, pas élus du tout, qui sont là parce qu'ils sont nés dans la bonne famille, entre guillemets. Et puis de l'autre côté, et ils ont besoin des paysans et des bourgeois pour pouvoir vivre. Et donc ils doivent pouvoir exiger certaines choses, mais ils ne doivent pas devoir aller trop loin non plus, parce que sinon les gens vont se révolter. Et ça va causer des problèmes. Donc c'est vraiment tout un système de dialogue. On a toujours l'impression qu'on a des nobles qui sont extrêmement autoritaires. Alors ça peut arriver, hein, je ne dis pas, ça arrive même assez fréquemment. Mais il y a quand même toutes des négociations ou des choses un petit peu intéressantes qui se passent au niveau des relations entre les bourgeois, les serfs, les paysans. Les francs-imbergeants aussi, pour pouvoir savoir qui a le droit de faire comment et puis qui a le droit de faire quoi. Donc ça c'est toutes des choses assez intéressantes de voir ces doléances en fait qui sont présentées au seigneur et puis après le seigneur accepte ou pas, échange ou pas les choses. Ça c'est voilà. Les lumières, j'ai des flashs de l'alcool.
que de l'eau, que de prendre le risque de... Oui, il y a une lumière qui clignote. Ce sont des fantômes. C'est des fantômes, ouais. Des fois, font un peu bon. Je recommence.